Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen, en compagnie de Brenner. Salut. Et on se retrouve, j'imagine que vous l'avez compris, dans un nouvel épisode de ces lectures manga, le troisième, si je ne m'abuse, même si à l'heure où on tourne, on en a diffusé qu'un seul. Mais bon, voilà, Il va venir. c'est quelque chose qu'on essaye de faire assez régulièrement, surtout en ce moment, on a l'occasion de pas mal lire. Et du coup, on en parle très régulièrement. Aujourd'hui, on a un programme assez éclectique finalement, hein. Oui. Encore plus que d'habitude, parce que souvent on s'est tourné pas mal autour de l'horreur, notamment la dernière En fois. même temps, au vu des sorties, c'était Oui. logique que ça tourne beaucoup. Même dans des tomes plus anciens, enfin qui venaient pas forcément de sortir, mais Oui. dont on parlait. Là par exemple, alors on a du Mizuki, donc on avait déjà parlé de Kitaro, donc on en parlera. On a toujours Hideout au niveau de l'horreur. Et sinon, à part ça, alors Bota Bota, on verra si c'est horrifique ou pas, mais en tout cas, on va parler aussi de Je reviendrai vous voir. Après de nos lectures personnelles, on verra après notamment du Tezuka. Oui. Et donc on va voir ça petit à petit. Mais on va commencer tout d'abord avec Je reviendrai vous voir de George Morikawa. Et pas inconnu au bataillon. Et non, donc d'après l'œuvre de Nobumi, on va en parler, et avec la collaboration de plein d'auteurs qui ont fait aussi quelques dessins, et on en parlera aussi également. Alors, Je reviendrai vous voir, de quoi ça parle? Alors, Je reviendrai vous voir, c'est l'histoire d'un écrivain, d'un auteur de bande dessinée, on peut dire ça, pour enfants, de livres pour enfants. Un illustrateur pour enfants. Voilà, ça. qui crée des bouquins pour les enfants. Et du coup, après le désastre de Fukushima, il veut venir en aide aux populations sinistrées en envoyant ses dessins, ses livres, aux petits-enfants qui galèrent à s'en remettre pour les faire sourire et pour donner de la joie de vivre à ces bambins finalement assez malheureux, on peut le dire. Et voilà, et donc finalement il se retrouve enrôlé un petit peu comme ça à l'arrache rapidement dans une expédition pour aller au contact de ces sinistrés et de les aider physiquement à essayer de reconstruire leur ville, à déblayer, etc. En tout cas voilà, et donc à partir de là va se développer un conflit, une problématique existentielle chez le personnage principal, et on pourra voir que c'est au final Morikawa qui s'est mis en scène à travers ce personnage. Oui, et puis même on apprend aussi à la fin que du coup c'est aussi donc l'histoire vraie de ce Nobumi, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais qui est donc qui a d'abord écrit en fait un livre là-dessus, et qui a donc été adapté en manga par Morikawa. C'est Morikawa qui voulait l'adapter d'ailleurs. Oui. Donc on imagine la surprise de Nobumi lorsqu'il a entendu que c'est... Parce que c'est ce qu'il disait. Il disait, il a pensé à Morikawa, mais comme Hippo est en parution ininterrompue depuis plus de 20 ans, 30 ans, forcément il s'est dit que c'était pas le bon auteur, parce qu'il est trop concentré, et finalement il a réussi à faire ce one-shot. Je reviendrai vous voir. C'est vrai que du coup, on l'a pas précisé pour ceux qui le sauraient pas forcément, mais donc oui, George Morikawa c'est bel et bien l'auteur de Hajime no Ippo. Si vous avez ne serait-ce que lu du Hippo, vous reconnaîtrez quand même le style. Hein. Là, c'est clairement du Morikawa, du Morikawa de moderne, on va dire, parce que forcément, ça parle des événements de 2011, donc vous vous doutez bien que. Voilà, vous voyez bien, le style graphique est vraiment. Et clairement, exactement le même. On reconnaît beaucoup de personnages. Alors pas forcément, puisqu'il y a l'intervention d'énormément d'auteurs, vous pouvez le voir qui ont collaboré pour la parution de ce tome, et en fait, donc qui est un one shot d'ailleurs. Et donc ils ont, c'est vrai que c'est intéressant ça, la collaboration, parce qu'en fait ces auteurs ont pu donner naissance à des dessins qui dénotent complètement du dessin de Morikawa en général. Par exemple là vous pouvez voir ce personnage là. Ici. Ah oui, clairement. Ce personnage-là qui détonne mais complètement c'est de l'univers de Morikawa. Ouais, il détonnait vraiment énormément de l'univers de Morikawa, et il y en a beaucoup d'autres. Oui, et en fait, du coup, et à la fin de ce tome-là, parce que l'édition, il faut en parler aussi, malgré le format Tankobon ultra petit, ultra fin, qui est vraiment très peu imposant, l'édition est quand même sympathique, parce qu'à la fin, on a une interview croisée entre Morikawa et Nobumi. Avec Morikawa et Nobumi, et en plus après il y a des commentaires de tous les mangaka et les artistes illustrateurs qui ont participé à ce tome, et même lorsqu'ils ont fait un seul personnage dans une seule case, ils ont leur commentaire, le commentaire de Morikawa et leur perception du travail qu'ils ont reçu. Donc c'est un petit plus que j'ai trouvé bien sympathique à la fin de la lecture. Ouais, justement, et même justement à ce niveau-là, au niveau de tous ces intervenants, donc ces auteurs du Weekly Shonen Magazine, c'est vrai que j'ai un peu vu ça comme des caméos, donc
forcément, vu que surtout que le style de Morikawa est très reconnaissable, oui, bah là tu montrais le personnage de Nobuyuki Fukumoto, qui est donc l'auteur de Akagi et de Kaiji. Ça se voit. Hein. Ça se voit totalement, qui a du coup, il le dit à la fin dans son petit mot, qui a gardé son style, qui a préféré garder son style plutôt que de l'uniformiser, mais justement ça donne aussi un aspect, sur ce personnage là, pour le coup, cette personne âgée, elle a vraiment l'air d'avoir vécu, en tout cas avec. Regardez par exemple là aussi, pour les enfants là. Ouais. Là, c'est pas du tout du style de Morikawa non plus. Oui, et pareil, plus tard, on a une mère et son fils qui sont clairement du Hiromashima, ces personnages, et même encore mieux, à la fin, quand ils reviennent sur Tokyo, donc on a Ken Akamatsu, l'auteur de Lovina, qui aussi dessine quelques cases, et on a même les personnages principaux qui sont là le temps d'une case, donc Naru et Keitaro, qu'on voit donc sur une case. Donc là, il y a littéralement les personnages de l'auteur qui sont dans le manga à ce niveau-là. Oui. Mais bon, c'est cohérent techniquement dans la scène où ils sont, où justement ils reviennent de toute cette zone de sinistré. Avant qu'on aborde pour moi les critiques et les bons points, les points négatifs, positifs et tout, juste parler du fait que c'est un one-shot vraiment très accessible. Oui. Vous pouvez le trouver d'occasion à 4€, 3,50€, voilà, facilement quoi. Et puis, franchement, voilà, c'est pour moi une porte d'entrée au dessin de Morikawa. Si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'il peut créer au niveau des personnages, au niveau des émotions, c'est pour moi c'est assez efficace hein, finalement. Si vous voulez vous familiariser avec le style avant de lire Hippo par exemple, c'est pas mal. Ouais. Du coup, je vais dire un point positif que j'ai du coup globalement ressenti avant de passer aux quelques critiques qu'on aurait, c'est que j'ai trouvé ça finalement, donc dans la globalité, plus subtil que ce à quoi on aurait pu s'attendre, tu vois, parce que au début tu te dis, ouais, donc ils vont aller en tant que bénévoles aider les sinistrés, ça peut être facilement un enchaînement de personnes qui ont perdu plein de choses et peut-être un appel à la pitié, tu vois, mais finalement ça reste, je trouve qu'il y a un peu de ça, mais ça reste quand même assez, on sent que c'est crédible en fait, tu vois. En fait, Morikawa il utilise une belle synecdoque là. Il montre la misère de ces personnes-là juste à travers les décombres, parce qu'il y a un gros travail sur les décors et les gravats, les maisons qui ont été détruites, le bois, la boue, la mélasse et tout ça. Un gros travail qu'on n'attend pas forcément de Morikawa. Morikawa il préfère vraiment mettre l'accent sur les personnages. Et là, c'est vrai que je pensais à Dragonette dans ce sens-là. Des fois les personnages sont écrasés, vous pouvez le voir sur la couverture par exemple. Le personnage est écrasé devant l'immensité des décombres et des débris qui se restent devant lui. D'ailleurs à plusieurs fois ils sont découragés par la puissance de la dévastation de cette catastrophe. Et de la tâche de travail incroyable qu'ils ont à faire. Ils vont s'interroger sur leur place. Est-ce que vraiment c'est pas justement une sorte d'autosatisfaction malsaine qu'ils ont à venir alors que ces personnes ont tout perdu, etc. Et comme tu le dis, il utilise une bonne synecdoque, il fait bien transparaître la misère à travers les décombres et non pas à travers, je vois pas des gens avec des jambes en moins qui hurlent avec des bébés morts et tout. Voilà. C'est vrai qu'on est dans la sobriété à ce point-là et je te rejoins sur ce point positif. Puis en plus, cette représentation, elle est quand même pas mal utilisée à plusieurs moments. Du coup, rien que ce qu'on a en couverture, c'est une scène qu'on voit quand du coup Nobumi arrive dans la zone de sinistre et que du coup il est choqué de voir à quel point tout est détruit, et à la fin on a un parallèle quand il retourne à Tokyo et on a quasiment exactement la même planche, en tout cas lui c'est exactement comme sur la couverture, sauf que c'est pas les décombres et c'est justement toutes les lumières de Tokyo qui aussi le choquent quand il rentre, tu vois. Et il y a un bon décalage entre les deux parce que du coup même s'il est resté 15 jours dans la zone détruite, il est resté 5 jours, mais il s'y est habitué et justement il a rencontré les personnes, et donc rien qu'avec cette couverture, tu vois, il y a finalement beaucoup derrière. Oui. Mais je voulais dire aussi juste parce que je me suis dit que je trouve que limite le tome prend plus de sens et d'intérêt à la fin de la lecture de l'interview de la fin du tome, parce que sans le fait de savoir que c'est les auteurs qui se sont mis en scène dans le manga, parce qu'ils sont allés sur les lieux, il y a eu des expéditions pour les mangaka connus, pour donner le sourire aux enfants, etc. Limite pour moi ça m'intéresse plus parce que je connais Morikawa, on connaît Morikawa, donc ça nous intéresse plus de lire ça, puisqu'on sait que c'est un peu la projection de Morikawa aussi dans ce qu'il a fait, parce qu'ils ont tous les deux été sur la zone. Et c'est pour ça. Et donc pour moi c'est limite l'intérêt du tome s'incarne plus dans
dans ce que ça représente autour de Morikawa et de l'auteur vraiment, plutôt qu'autour des personnages qui sont finalement assez anecdotiques, je trouve. Ouais, Et finalement, il y a aussi un fort symbolisme et pas mal d'humanisme aussi, pas mal de personnages, notamment ceux dessinés par tous les intervenants, qui en fait représentent chacun presque une facette des réactions qu'on peut avoir lorsqu'on est sinistré et dans la misère. Voilà, donc pour moi c'est ça les points positifs. Ouais, c'est ça, mais cet aspect en fait, quand on a confirmation que c'est bien plus un documentaire qu'une fiction, Oui, clairement. c'est vrai que ça rajoute un plus et la lecture a finalement encore plus de sens après ça. Je voulais dire d'ailleurs que en fait c'était ça qui m'intéressait, on va peut-être pouvoir passer après au point négatif. Mais juste le fait que Morikawa en fait était en train justement de faire ce manga sur la catastrophe et il a entendu une sinistrée, si je me souviens bien, lui dire qu'elle voulait plus entendre parler de cette catastrophe, que c'est derrière eux et que ça sert à rien de ressasser le passé, etc. Et c'est à partir de là qu'il a intégré justement toute cette dimension. Est-ce que c'est bien d'envoyer des livres? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Est-ce que c'est finalement une catharsis ou alors juste creuser encore plus le trou dans lequel ils sont? Et justement le fait qu'il y ait cette remarque de Morikawa qui s'est dit bah oui c'est vrai que peut-être que moi de mon point de vue de Tokyo 8 est-ce que vraiment je suis légitime pour dépeindre la misère de ces gens-là, et d'où vient peut-être même la subtilité avec laquelle c'est traité et la précaution avec laquelle c'est fait finalement. Je pense que ça vient de là. Il aurait très bien pu être beaucoup plus graphique, beaucoup plus poussif, mais finalement c'est assez subtil parce qu'il y a eu justement cette prise de conscience, je pense, de la part de l'auteur. Oui, c'est ça. Ça a l'air assez réel. Mais par contre, il n'y a pas non plus que du positif dans ce tome. Alors globalement la lecture est agréable, mais je veux dire, on va quand même nuancer sur quelques points. Déjà je trouve l'introduction assez maladroite. Ouais, je te l'avais dit. Bah oui, on en avait un peu parlé avant. Mais je trouve que tout va un peu trop vite. En fait, déjà, on n'a pas de narrateur, c'est les personnages eux-mêmes qui nous introduisent la situation. Ils narrent bien. C'est ça, ils l'introduisent vraiment de façon lourde. Ils font, alors, moi je fais ça, j'ai fait des livres pour les enfants. J'en ai 4000. Je les envoie. Et attention, il y a la catastrophe. Enfin, vraiment, c'est de façon assez lourde. Après, le one-shot est tout petit. Et donc, forcément, il faut pas passer trop de temps dans la maison à Tokyo. Il faut vite les envoyer sur le terrain, c'est sûr. Mais, ouais, comme tu le dis, c'est vrai que je trouve vraiment que le début, la narration est tellement poussif, quoi. Le début où il répète 40 fois, enfin il répète vraiment au moins 5-6 fois qu'il veut faire sourire les enfants, que lui son but c'est le bonheur des enfants et qu'il envoie ses livres et tout. Autre chose qu'au tout début en fait, ce qui le pousse aussi à se dépasser, d'ailleurs une thématique qui est très peu utilisée finalement et très peu exploitée, c'est les commentaires négatifs d'internet. En fait il a un blog, le personnage principal a un blog sur son de dessin pour enfants, il se fait insulter... défoncer. Il se fait insulter gratos. Il envoie des livres aux enfants. Il envoie des livres, il y a crève, meurt, tu sais à quoi tu sers. J'ai trouvé ça tellement surréaliste que ça m'a limite sorti de la lecture, et genre plusieurs fois. Et ça c'est trop en fait. Ouais, mais plusieurs fois en plus, il est en train d'enlever avec la pelle des gravats et de la boue. Et voilà, encore une fois, regardez, il regarde son téléphone. Là il marquait crève. Et genre tu me dis, qui fait ça quoi? À quel moment il y a ça dans la vraie vie? C'est impossible. On connaît internet, on sait que oui, les rageux, les messages négatifs, mais bon. C'est tellement extrapolé. Mais surtout que là sur Twitter, là. Surtout qu'il envoie des livres. Il envoie des livres aux enfants. Bon d'accord, c'est peut-être pas il y a peut-être de meilleures façons d'aider tous ces sinistrés, mais je pense pas que quand même. Après, du coup, peut-être que Nobumi a réellement vécu ça, hein, mais ça paraît gros, en tout cas, comment c'est montré, d'avoir autant de haine, vraiment, pour le coup, totalement gratuite. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est... Pour moi, ça m'a sorti la lecture. Ouais, heureusement que c'est au début, et que ça revient pas trop à la fin, même si ça revient quand même au fil du récit. C'est ça, en fait, il y a la thématique qui est abordée, et puis à un moment, ça se résout. Hein. De toute façon, on prête pas trop attention à ce qui se dit sur Internet. Ouais. Et donc finalement tu l'oublies. Donc du coup je me suis dit à quoi ça sert vraiment d'avoir rajouté ça? Parce qu'il aurait juste pu partir par altruisme. Oui. Et en fait il y a ça tout le long, et tu fais mais bon d'accord. Ouais, ça mène nulle part. Non, ouais, il y a ça, voilà. Il s'est insulté gratos. Et puis Internet il y a quand même des connards sur Internet, voilà donc. Nous dites pas crève dans les commentaires. Non mais surtout crève pour un dessinateur pour enfants. Ouais, ça n'a aucun sens. Il y a crève. Ouais, non mais enfin voilà. Bref. Ouais, bon, voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur Je reviendrai vous voir? Écoute, non, vraiment, je dirais même plus que c'est un one-shot qui est plus intéressant lorsqu'on connaît déjà Morikawa, finalement. Donc c'est ça qui est assez bizarre en fait, mais bon, je pense que c'est un récit qui a plus qui a une fonction autobiographique plus intéressante que narrative.
Ouais. Et donc voilà, pour moi c'est un petit bonus, voilà, on a déjà, moi j'ai tous les hippos, et finalement voilà, donc il y a ça dans la collection, ça rajoute à la diégèse de notre collection sur Morikawa, qui a pas des tonnes d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Morikawa édités. Du coup, on conseille quand même de connaître, même si c'est possible que ça vous sorte de la lecture, notamment au début, parce que vraiment certains personnages ressemblent clairement à des persos de hippo, même des personnages, des personnages réels, voilà, clairement. Mais voilà, mais globalement le style est efficace. C'est du bon, on vous conseille la lecture, surtout que le tome est facilement trouvable. Contrairement à ce qu'on a présenté avant, oui, surtout. Oui, clairement, là, franchement, vous pouvez y aller facilement. C'est le prix d'une bière. Passons maintenant. À quoi on passe? Est-ce qu'on passe à Hideout? On passe à ta bière déjà. Déjà, on passe un peu à... Et oui, Hideout, je veux bien. Et bah, passons à Hideout, j'ai peu de choses à dire sur Hideout, honnêtement. Moi, j'ai quelques trucs, parce que du coup, je l'ai lu très récemment, toi, tu l'as lu un peu... Tu l'avais déjà lu il y a 4 ans, je pense. Donc, de Masasumi Kakizaki, oui. Qui est notamment connu pour avoir fait... Grimeblood par exemple. Oui, ou Rainbow. Rainbow, oui. Et entre plein de choses. Oui, voilà, mais je veux dire globalement. Donc de chez Kiyun. On n'a pas dit que c'était chez Akata. Je reviens de voir, je change l'image. C'était chez Akata, oui, c'était chez Akata. Et hop là. Donc Hideout, c'est un manga, c'est un one shot encore une fois d'horreur qui parle d'un personnage, enfin d'un couple. Dit très dysfonctionnel, on va apprendre au fur et à mesure pourquoi et comment ils en sont arrivés là, qui partent en vacances pour essayer de tout recommencer, et ils vont rapidement tomber dans une grotte, et dans cette grotte il va se passer des trucs assez bizarres, et notamment deux espèces de créatures assez lugubres qu'on voit que notamment à travers leurs yeux au début, mais qu'on voit assez vite et qui sont vraiment assez horrifiques. Et on va voir du coup si notre personnage principal, qui est loin d'être parfait, on le voit très vite, va réussir à s'en sortir. Et puis voilà, qu'est-ce que c'est que ces personnages flippants. Enfin voilà, c'est un one shot d'horreur globalement, et on va voir comment les personnages vont s'en sortir. Hein, voilà. Alors Hideout, j'ai trouvé personnellement que c'était très intéressant, notamment sur le point de vue graphique, mais à côté de ça, il y a quand même pas mal de moments, enfin de points que j'ai trouvé assez décevants en fait. Je sais pas, toi globalement ta lecture... Bah moi ça fait, comme je dis, ça fait longtemps que j'ai lu Hideout, et à mon avis si je le relis maintenant, j'aurais plus de choses négatives à en dire, mais en tout cas moi ma lecture de l'époque elle avait été super agréable, notamment pour le trait de Kakizaki, et pour son trait justement qui est peu commun, parce que l'horreur chez Kakizaki c'est très rare hein, finalement. C'est un exercice qui a été risqué pour lui presque, et franchement le trait de Kakizaki est juste fou. J'ai énormément de mangas d'horreur, d'épouvante, Hiroguro et tout dans ma collection, mais je pense que les traits de Kakizaki sont vraiment les plus noirs, les plus sombres, les plus violents et les plus rances quoi. Vraiment ils sont d'une cruauté, le trait d'une cruauté, l'ancrage, les ombres, l'obscurité, enfin on est vraiment dans un manga noir quoi, sombre. Ouais, clairement. Mais dès le début en plus, c'est-à-dire que dès le début, même avant d'être dans la grotte, voilà, mais ça cette double page est incroyable, mais même avant d'être dans la grotte, il y a déjà une pluie battante, il fait très noir dans mes souvenirs, et déjà le thème est lancé dès le début, hein, il y a un meurtre qui se prépare, et non, enfin vraiment, je veux dire, le trait pour moi est le gros point positif de ce tome-là. Et au final, ça, tu vas en parler plus que moi, mais la fin, je veux dire, elle est pas forcément très originale. Parce qu'on a déjà vu ça plusieurs fois. Ouais. On s'y attend quand même, on voit la fin venir. On s'y attend, néanmoins, j'aime aussi le fait que les personnages soient tous horribles, quoi. Oui. Presque, tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, c'est la surenchère de qui va être le pire pour survivre, tu vois. Ouais, mais justement, des fois, je trouvais ça moi j'aime bien. Presque presque pas crédible. Enfin, notamment, moi, je pense à la femme qui est vraiment genre tout le temps. En gros, la femme, c'est vraiment tout le temps, littéralement une pute quoi. Enfin, genre, oui. Elle est trop, mais même dans le passé du coup. Elle plante dans le dos et tout les trucs comme ça. Mais même avant, quand on revient dans le passé, ce qui s'est passé avant que le couple batte de l'aile, vraiment genre elle est
elle est juste désagréable chiante, tout le temps, ouais. même au début, tu vois, quand tu commences et ils sont dans la voiture en train d'avancer du coup vers là où plus tard ils découvriront la grotte et lui il est là et le héros entre guillemets est là en mode oui on va tout recommencer notre relation à zéro avec tout ce qui s'est passé, ça va aller mieux. Et elle fait non t'es une merde, c'est ta faute si notre gosse il est mort. Enfin, Ouais, c'est un enfoiré. Ouais, c'est vraiment, ça commence à faire pas mal. Mais donc justement, j'ai bien aimé la narration qui aussi entre passé et présent, où du coup, au fur et à mesure que notre personnage avance dans la grotte, on apprend ce qui s'est passé dans le passé, justement, avec son fils. Et donc, moi, il y a surtout ce problème où, à beaucoup de moments, j'ai trouvé ça... Je trouvais que c'était presque un peu trop dans la surenchère et pas assez crédible, parce que, par exemple, je trouvais 100 fois plus fort la scène où en gros le père, du coup le personnage principal, se rend compte que son fils est tombé du balcon et est mort. Enfin, je trouve que en fait ce qui est réaliste est clairement plus... Enfin, ça fonctionne mieux en fait. Et du coup, je trouve que le tome, enfin, il essaye d'avoir une surenchère, mais pour moi qui marche moins bien que parce que presque ça me sortait presque finalement de l'histoire. Regardez les détails sur les visages, enfin c'est vraiment de la... Pour moi vraiment, c'est tellement noir quoi, graphiquement, enfin je trouve ça incroyable. Je trouve qu'il y a aussi une succession en fait d'événements pseudo-horrifiques. En fait on voit les ficelles et on sent où ça veut amener en fait. Chaque événement est un peu à prétexte scénaristique pour amener à la suite. Il y a la grotte, enfin genre, on est dans une grotte, oh là là je suis perdu, la grotte, alors qu'il y avait qu'un seul chemin, mais là je me perds dans la grotte, oh bah il y a une trappe dans la grotte, boum, et on rencontre d'autres personnages, il y a le fils, il y a le père, enfin, et en fait, donc, je trouve que voilà, c'est surtout un problème de... j'ai eu du mal à croire en ce que je lisais, mais c'est pas non plus la lecture reste agréable. Ouais. C'est pas non plus un classique de l'horreur, ou alors vraiment pour son côté graphique, au moins je le conseille de lire. Moi je pense que au moins c'est une lecture qui m'a marqué même dans le temps, c'est-à-dire que j'ai lu énormément de one-shots d'horreur qui m'ont déçu, je les ai même revendus et tout. Mais lui vraiment, je l'ai perdu dans mon déménagement, je suis dégoûté. Mais je l'aurais gardé absolument déjà parce que pour l'édition. Oui, parce que l'édition est jolie, c'est une vieille édition Kiun, mais honnêtement, elle a au moins le mérite d'être au moins très jolie, très originale d'ailleurs. On voit le monstre qui déchire la page. Couleurs au début aussi. Il y a des pages couleurs au début, en effet, ouais, totalement, carrément. Regardez ça un peu. Hop, belle page couleur et tout. Il y a une postface à la fin. Ah, je m'en souviens plus, mais... Il y a une petite postface où en gros Kakizaki parle de l'effet cathartique qu'a eu le manga au moment où il le dessinait, et comme quoi oui, il était pas vraiment habitué à l'horreur, ce que tu disais, et que donc voilà, donc c'est aussi intéressant. Et puis aussi un tome qui avait marqué par son toucher et par le fait que le tome est un petit peu en relief, un petit peu papier ancien parchemin quoi. Oui. Et j'aime bien cette édition. Ouais, non, je suis d'accord. Au niveau de l'édition, c'est vraiment bon. En fait, globalement, graphiquement, c'est très bon. Je veux aussi dire qu'il y a certaines doubles pages qui sont vraiment marquantes. Ah, c'est très puissant. Le trait de Kakizaki, en tout cas, on pourra rien dire à ce niveau-là. C'est vraiment très puissant. Donc voilà. Donc un one shot d'horreur, si jamais vous voulez tenter, lui aussi, il se trouve d'occasion. Mais franchement, pour débuter, si vous vous intéressez au manga d'horreur, pour débuter, pour moi, on a déjà parlé de trucs bien plus précis dans les dernières fois. Pour débuter, on est dans l'horreur pure. On n'est pas dans les Roguro, on n'est pas dans un whodunit, je sais pas, macabre ou morbide ou machin. On est dans un one shot d'horreur, quoi, avec des monstres, avec des meurtres et puis une survie, voilà. Voilà. Donc, classique mais efficace. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne sur certains points, un peu moins sur d'autres, mais globalement, on conseille. Et encore une fois, celui-ci est trouvable en librairie et rarement d'occasion, mais vous pouvez le trouver d'occasion et en librairie, toujours disponible pour moi. Très sympa. Exactement. Passons maintenant à 3 rues des mystères et autres histoires de Shigeru Mizuki. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction. Oh là là, quelle belle édition! Et oui, donc chez Cornelius. Ouais, oui. On a déjà parlé de Kitaro dans le premier épisode de ses lectures, si je me souviens bien. Là, donc, on est donc toujours chez Mizuki, toujours à peu près dans son univers avec beaucoup de yokai et de surnaturel. Et par contre, là, on est sur des histoires courtes. Oui. Sur un recueil d'histoires courtes.
Donc avec tous les avantages, mais aussi les inconvénients des recueils d'histoires courtes, hein, notamment que elles se valent pas toutes, on va dire, mais personnellement... Bon, je trouve que c'est toutes intéressantes. Elles sont toutes intéressantes, oui. Mais après, il y en a qui sont Il y en a qui vraiment, fonctionnent très courtes. Oui. D'autres qui développent un peu plus ce qu'ils veulent raconter. Il y a souvent une morale à la fin. Oui, alors on comprend en parler facilement. Mais pour moi, elles sont toutes cool, mais il y en a vraiment qui sortent du lot encore plus. C'est ça. Parce que pour moi, c'est un très bon recueil d'histoires courtes. C'est ça. J'aime énormément Trois Rues des Mystères. Et j'achèterai sans doute la suite, pour vous dire. Mais alors que le prix est pas donné. Mais oui, parce que sur du Cornelius, on est sur du 15 €, voilà, par tome. Mais voilà, mais pour moi, c'est un excellent recueil d'histoires courtes. Il y a peu de recueils d'histoires courtes, je sais pas si c'est ton avis aussi, qui sont aussi efficaces, qui apportent autant de valeur ajoutée à l'univers qu'on connaît déjà. Voilà, enfin, pour moi, c'est très beau. Alors, du coup, pourquoi ? Déjà, premièrement, parce que on a là beaucoup plus que avec Kitaro. On s'éloigne un petit peu de l'univers des yokai, même si on y reste un petit peu, mais on est plus sur des légendes urbaines. On est plus sur des légendes urbaines. Dans certaines histoires, on est vraiment... Il y a genre, je pense, peut-être 2 histoires, on est vraiment clairement dans le yokai, où c'est vraiment principal, et après, oui, on reste sur le naturel, l'ésotérique. Surnaturel, ésotérique, légendes urbaines, mystiques. C'est ça, ouais. Voilà. Et voilà. Et finalement, pour moi, on est plus dans un tome réflectif, qui pousse à la réflexion, qui pousse pour moi, c'est un recueil plus adulte. Oui, c'est vrai. Qui aborde des thématiques beaucoup plus sombres, beaucoup plus dures que Kitaro, qui est dans reste un ton assez léger. Voilà. Là, on a par exemple plusieurs histoires qui traitent de mort, clairement, hein, de meurtre, de deuil, alors qu'avant, dans Kitaro, par exemple, on est beaucoup plus dans un ton plus bon enfant, finalement, et beaucoup plus burlesque, finalement. Là, il n'y a pas trop d'humour, honnêtement. On est plus dans un récit mature, pour moi. Oui, c'est ça. À la Mizuki, hein, bien sûr, c'est ça, toujours Mizuki. Et d'ailleurs, le trait est plus mature pour moi. Oui, il reste toujours quand même assez old school, hein, c'est du Mizuki. Oui. Mais franchement, ça... Mais par exemple, attends, je sais pas, est-ce qu'il y a une page là que je prends ? Mais par exemple, il y a vraiment certaines doubles pages où t'as pas ça dans Kitaro. Et voilà, par exemple, il n'y a pas ce genre de double page là dans Kitaro. Oui, c'est vrai. Et il y a de nombreuses histoires, je me suis dit, ça c'est du Mizuki qu'on retrouve pas dans un Kitaro en fait. C'est vraiment des doubles pages sombres, plus détaillées, plus matures finalement. Ouais, non, c'est ça. Un traitement plus mature. Et même au niveau des personnages et des histoires, c'est quand même finalement assez varié. Je veux dire, on passe, on va de l'enfant dont la petite sœur est morte au profanateur de tombes, en passant par les branleurs de chats, littéralement. Oui, et par des moines branleurs de chats. Moines branleurs de chats, par aussi certains yokai qui attaquent les bateaux. Oui, c'est ça. Enfin, on passe par un jeune mangaka en galère sur beaucoup de points, qui va se retrouver hanté. Oui. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'histoires. D'ailleurs, pour cette histoire-là, donc un jeune mangaka qui va se retrouver hanté par une fille qui lui voue un amour posthume. Oui. On a un trait, notamment dans le design de ce personnage, qui est ultra bizarre pour Mizuki. Oui. Je sais pas si vous voyez un peu, ça dénote complètement de ce qu'on a de Mizuki, et ça m'a beaucoup fait penser au dessin de Umezu. Oui, ben justement. Sur Baptism. Justement, j'y ai pensé parce que dans la nouvelle de mémoire, c'est celle de juste avant. Je sais plus exactement c'est laquelle. Mais si, c'est le profanateur de tombes qui en fait va chercher des crânes. Parce qu'en gros, il va rencontrer son mangaka favori qui s'appelle Kazuo Mizuki, quelque chose comme ça, et il est bien marqué que c'est une référence à Umezu. Oui. Et justement, il y a clairement une référence à Umezu dans ce chapitre. Et ensuite, il va aller dans un étage fantastique, le 4e étage qui n'existe pas. Il va parler donc il y a 2 personnages dedans, et dont une fille qui pour moi avait clairement un design d'héroïne d'Umezu, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une référence, parce que du coup on en parle même dans le tome. Donc, vous le voyez lorsqu'elle est à côté du personnage principal qui est très Mizuki, hein. Là vraiment elle dénote complètement du dessin classique, quoi. Donc pour moi oui, c'est une référence à Baptism, à Umezu, parce que c'est Umezu, lorsqu'il dépeint des personnages féminins, il est au sommet de son art dans Baptism, pour moi. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, voilà, c'est un super recueil avec une narration hyper efficace, un mysticisme toujours au top du top, et l'histoire du 4e étage fantôme
était vraiment géniale et prenante pour une histoire courte. J'ai vraiment adoré ce recueil. Par contre, du coup, si vous voulez vous le procurer, sachez que Cornelius a fait des bundles, des offres spéciales pour leurs 25 ans qui sont encore disponibles. J'ai jamais entendu parler, on n'avait jamais entendu parler de cette offre. 25 € pour deux tomes de Mizuki, donc celui-ci et un énorme tome. Micmac aux Enfers qui est plus de 2 fois plus gros. Gigantesque, énorme. Et vraiment énorme. On en parlera. J'ai pas eu le temps de le lire en tout cas, mais on en parlera dans une prochaine lecture, hein, forcément. Mais voilà, qui est encore plus gros que ce rue des 3 rues des Mystères. Et on a aussi du Tezuka aussi à 25 €, 3 tomes. Donc, vous voyez ce genre de dessin, ça c'est très maison. Clairement. Et donc voilà, non mais moi j'ai beaucoup aimé aussi. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça développe aussi un peu cet univers de Mizuki, on sent un peu les thématiques qui lui sont chères et son style, donc toujours dans l'ésotérique, le fantastique. D'ailleurs le fait qu'on voit pas du tout Kitaro, j'ai apprécié. Ni aucun personnage de l'univers de Kitaro, parce que dans Micmac aux Enfers, on voit ça a l'air d'être Ratichon et tout machin. Donc, mais non, là pour le coup ça développe totalement la diégèse autour de Kitaro, ce qui en rajoute totalement à la crédibilité de l'univers, qui est déjà ultra crédible, il n'y a pas de souci, vraiment, le talent de narrateur de Mizuki et sa capacité à créer des univers fascinants et mystiques est génial. Mais vraiment, pour moi c'est un super complément à Kitaro. Toi t'as pas trop encore lu Kitaro, mais tu vois très bien le genre de truc que ça peut être, quoi. Donc finalement, voilà, on est vraiment dans une bonne valeur ajoutée, un bon apport pour moi pour la collection de Mizuki. Ouais, non, je suis d'accord. Donc on vous le conseille. Oui. À prendre surtout à 25 € en bundle avec Micmac aux Enfers, comme on vous a dit. Oui, l'achetez pas à 40 € d'occasion. Ouais, non. Et là, vous aurez de la lecture, ça c'est sûr. On va terminer avec nos lectures personnelles, chacun de notre côté. Alors, je te laisse commencer, parce que tu auras sûrement plus de choses à dire que moi, d'ailleurs, sur ce dont tu vas parler. De quoi tu vas parler, du coup ? Je vais parler de Ayako, le chef-d'œuvre de Osamu Tezuka, le dieu du manga. Alors compliqué parce que j'ai dû forcément j'ai pris quelques notes, là j'ai fait quelques points comme ça, mais je pourrais en parler pendant 2 heures. Pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu. C'était évident pour n'importe qui, de toute façon c'est Tezuka. C'est une de ses œuvres pas les plus connues, Ayako non plus, mais c'est vrai que c'est un Tezuka plus mature, déjà dans sa deuxième partie de carrière, qui traite déjà des sujets beaucoup plus politiques, beaucoup plus sociaux, historiques, et qui prend une bonne prise. Enfin, les prises de position de Tezuka, on les sent fortement dans Ayako. Alors, déjà au niveau de l'édition, je vais en parler un petit peu, c'est l'édition Prestige de chez Delcourt Tonkam. Un énorme volume avec une belle couverture souple, mais c'est un format cartonné évidemment. C'est un énorme pavé qu'il faut lire dans les meilleures conditions, puisqu'on parle pas de n'importe quel one-shot random. C'est sûr, ouais. Là on est sur du Ayako, du Tezuka, une superbe édition, donc voilà, il faut vraiment le lire dans les meilleures conditions, avec une petite OST en fond qui convient bien, etc. J'ai fait pareil pour Gum, voilà, il faut vraiment être dans des conditions de lecture optimales. En tout cas voilà. Oui, aussi je voulais parler vite fait des dessins de Tezuka. Bon, Ils sont géniaux, absolument géniaux, mais oui, j'ai pas le tome, ici on n'a pas le tome, donc on ne peut pas vous montrer, mais voilà. Surtout que la couverture n'indique pas énormément le style graphique de Tezuka, mais voilà, enfin en tout cas, sinon je mettrai des images au montage, montage. On est dans une sobriété noire, quelque chose d'assez appuyé, d'assez lourd. On sent quand même que, de toute façon, les thématiques abordées par Ayako, les thématiques familiales, les thématiques sociales, on sent que vraiment Tezuka dénonce et fait une vraie diatribe de l'honneur de ces familles ultra traditionnelles et conservatrices japonaises qui seraient prêtes à toutes les atrocités pour sauvegarder l'honneur de leur famille. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai même pas parlé de quoi ça parle. Oui, c'est vrai. Mais Ayako, en gros, c'est l'histoire de la famille Tengai. Et cette famille est ultra puissante, elle possède beaucoup de terres, beaucoup de biens, c'est une famille très respectée dans cette partie du Japon. Et en fait, il y a leur fils, donc, qui revient de la guerre, mais il a dû s'allier malheureusement avec les Américains pour pouvoir survivre, parce que voilà, c'était ça, ou périr, ou mourir. Et donc, le père estime qu'il a sali l'honneur de la famille, qu'il ne faut plus le revoir ici, parce que le père est ultra sévère, très strict, et le
la pierre des raclures, parce que forcément pour tenir ce genre de famille voilà, avec une main ferme, il faut être prêt à toutes les concessions et à toutes les pires choses possibles. En bref, l'histoire est ultra complexe, c'est très dur de la résumer comme ça, mais en gros Ayako c'est la fille entre... Comment vraiment c'est trop compliqué. En fait Ayako, dis tout que c'est la fille illégitime entre la femme du fils et le père, le grand-père de famille. Parce qu'il y a eu des concessions dans la famille, tu auras les terres si tu me prêtes ta femme, etc. Enfin, c'est ultra sombre et les thématiques sont vraiment ultra compliquées. Il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées, etc. Notamment l'inceste, la déviance sexuelle, enfin énormément de thèmes qui sont brassés, même pas brassés quoi. Ils sont perçants et c'est ultra efficace. Donc Ayako est la fille légitime de cette union. Et elle est sacrifiée. Elle est sacrifiée, c'est-à-dire qu'elle sera enfermée dans une lucarne, dans une trappe conçue exprès. Elle va disparaître du monde, coupée de l'état civil, on va la rayer de la carte, et on va suivre son évolution sur 15 ans. Et à ces 15 ans, enfin, elle ressort, et la famille va se rendre compte que finalement, elle s'est devenue une superbe jeune femme, etc. Entre-temps, on a eu le temps de voir les relations qu'elle a entretenues avec les différents membres de la famille pendant qu'elle était dans la cage, parce qu'il y en a qui ont profité d'elle pour, sexuellement parlant, il y en a qui ont fait comme si elle n'existait pas, qu'elle était morte, qui ont tiré un trait sur elle, d'autres qui ont été, qui ont de la compassion pour Ayako, sa vraie mère qui devait se faire passer pour sa grande sœur, enfin l'enfer sur terre, enfin, plein de trucs comme ça. Ok. Enfin, en fait, c'est tellement compliqué parce que c'est quand même 3 tomes Ayako, hein, et c'est du Tezuka, on parle pas de n'importe quel manga non plus avec un scénario basique. Enfin, c'est tellement compliqué, c'est pour ça que je vous le dis, il faut vraiment lire ça, mais ultra posé, c'est très compliqué à capter. En tout cas, pour moi, le gros point fort d'Ayako, c'est sa narration, parce que Tezuka est, je veux dire, là vraiment, je crois que j'ai jamais lu quelque chose d'aussi bien narré de ma vie. C'est-à-dire que tout est ultra fluide. Là, je vous dis, c'est tellement le bordel dans ma tête que j'essaie de vous faire le résumé, ça marche pas. C'est pour vous dire. Alors que, franchement, quand tu le lis, mais c'est tellement fluide. Il y a une enquête policière, un houdonite qui se prolonge sur toute l'entièreté du tome et qui est ultra prenante. Tu comprends tout ce qui se passe. Les enquêtes sont ultra limpides, claires, mais en même temps super complexes et intéressantes. Donc la narration est d'une fluidité incroyable. Il y a aussi, ce que je voulais noter, c'est beaucoup de tabous qui sont brisés à l'époque de Tezuka, et franchement, lorsqu'on parle d'héroïnes fortes et de femmes fortes, il serait pertinent d'évoquer Ayako, parce qu'on a véritablement des personnages clairement féministes dans l'œuvre, mais qui sont pas du féminisme poussif et forcé, là qui sont du vrai féminisme, parce qu'en fait il y a un spectre au niveau des personnages féminins qui est absolument fou. Il y a la femme soumise qui est prête à toutes les concessions et à tout le déshonneur possible pour sauver l'image de la famille. Il y a la mère qui est aussi très compatissante, très ronde sur tout ce qu'elle peut dire et qui va avoir un rôle finalement très intéressant à la fin du tome, j'en dis pas plus. Et aussi une femme forte qui est la fille de la famille, qui est une communiste et qui s'engage au Parti Rouge du coup au Japon, qui est rejetée par la famille parce qu'elle est communiste, etc. Alors qu'on sait très bien que le communisme, c'est un peu... Voilà, le communisme, la propriété privée, les biens et les terres, ça fait pas bon ménage. Et donc finalement, il y a un spectre au niveau des personnages féminins qui est super intéressant, et ce serait vraiment, c'est vraiment un bon cas d'étude à Ayako, je pense, pour les personnages féminins. Alors que c'est dans un contexte oui, bien sûr, d'après-guerre, c'est sorti, qui est vraiment très différent de si ça sortait maintenant, parce qu'à la limite, dire d'un manga maintenant qu'il y a des personnages de femmes fortes, que ça parle de féminisme de certaines façons, c'est finalement pas si étonnant que ça, mais surtout dans le contexte de sortie d'Ayako, ça nous rend le message encore plus puissant. Voilà. Et donc, voilà, bon, c'est pour dire que Tezuka avait abordé ce genre de thème il y a bien longtemps. Donc voilà, ça parle d'enfance volée, de générations sacrifiées, ça parle de drames familiaux, ça parle des secrets enfouis pour conserver garder la face par rapport à la société et aux autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, de membres de la famille qui convoitent secrètement l'héritage, parce qu'il y a aussi une grosse part d'héritage, etc. Et c'est vraiment fou, En fait, voilà, il faut vraiment lire Ayako pour le comprendre, parce que tous les superlatifs là peuvent pas rendre compte de la qualité de l'œuvre. Et oui, aussi, je voulais dire qu'il y a 2 fins Ayako. C'est rare parce qu'en fait, il y a la fin, donc la lecture se poursuit jusqu'au dernier chapitre. Il y a la fin qui m'a laissé sur ma faim, justement. J'étais là, ouais, j'aurais pas imaginé cette fin-là, elle me déçoit un petit peu.
Et en fait, il y a après une autre fin, avec l'auteur qui dit en fait, j'avais aussi cette idée-là, donc je la mets. Vous choisissez quelle fin vous plaît, et du coup, la deuxième fin m'a beaucoup plus plu. Et honnêtement, c'est deux fins très différentes, voilà, très écartées au niveau du dénouement dramatique. Donc voilà, c'est très sympa, très rare pour le souligner, qu'il y ait deux fins, au moins que la fin, qu'ils ne soient pas des fins alternatives qui soient publiées sur internet et tout. Ouais, voilà, c'est dans le tome, et vous avez c'est l'intégrale Prestige, donc vous avez la deuxième fin qui est là. Voilà, enfin bref, je pourrais encore développer, là j'ai quelques points que je vais pas développer parce qu'on a déjà bien parlé. Mais en tout cas, voilà, lisez Ayako, achetez les œuvres de Tezuka, moi c'est dans mes listes d'achat. Ouais, bien sûr, évidemment, foncez dessus si vous avez, les moyens et si vous avez. C'était d'ailleurs mon cadeau d'anniversaire de Maniaco. C'est vrai, et du coup je suis content d'avoir bien réussi à jauger. Vous prenez pas trop de risques en choisissant un Tezuka. C'est ça, non mais surtout que Ayako en plus. Moi du coup j'ai surtout lu le pitch de plusieurs Tezuka et je me suis dit que lui particulièrement pourrait te plaire, que ce soit dans les thématiques, puis en plus il y a évidemment énormément de Tezuka qui ont l'air très intéressants. Ayako en plus c'est un seul tome intégral, donc c'est encore mieux que pour du Dororo par exemple que je connais déjà un peu plus et que j'aime beaucoup, mais voilà, il faut acheter. Mais là on est très loin d'Astro Boy, de Princesse Saphir et du Roi Léo. Et on a hâte que Phoenix sorte en fin d'année, et lui on va l'acheter et on en parlera dans nos lectures, ça c'est sûr. Ouais. Alors moi je vais être un peu plus nuancé au niveau de ma lecture, puisque je vais vous parler de Bota Bota. C'est radical le changement. Le changement est assez différent. Donc Bota Bota qui n'est pas sorti en France. Alors c'est un one shot de 9 chapitres si je ne me trompe pas, de Paru Itagaki, donc qui est l'auteur de Beastars, l'autrice de Beastars si vous voulez. Et donc je l'ai lu pour en me disant qu'est-ce que donne Paru Itagaki sur quelque chose qui sort de l'anthropomorphisme, parce que on connaît Beastars, on connaît Beast Complex, et justement on sait que Itagaki a un style vraiment très reconnaissable déjà, et qu'on connaît pour l'instant surtout sur des animaux. Et là, c'est pas des animaux, c'est des humains. Donc justement, comment ça allait rendre, surtout en sortant de Beastars, parce que c'est ce qui est sorti juste après la fin de Beastars, si je ne m'abuse. Et déjà j'aimerais commencer par dire que c'est plus beau que ce que la couverture peut j'allais dire en tout cas, a priori, je sais pas, a posteriori, mais a priori ça ne me donne pas du tout envie, quoi. Non, je comprends. Non, je trouve pas la couverture très belle. Je mettrais, ça rend beaucoup mieux en fait dans le tome. J'essaierai de mettre quelques images au fur et à mesure de mon explication. Mais voilà, donc déjà, point important, j'ai surtout lu ça pour voir qu'est-ce que Itagaki allait faire après Beastars. Est-ce qu'en sortant de Beastars, donc que ce soit au niveau de son histoire, de sa narration et de son dessin, hein, clairement, voir ce qui allait évoluer et ce qui allait rester à peu près au même niveau. Donc pour ce qui est du développement de ces personnages, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc déjà, de quoi ça parle, Bota Bota, je vais essayer d'être assez évasif parce que pendant une bonne partie du chapitre 1, je pense qu'à la fin du chapitre 1 on sait de quoi il est question, mais on se demande, déjà on comprend pas pourquoi c'est aussi sanglant cette couverture. Encore là c'est vraiment pas beaucoup, pas trop sanglant par rapport à ce qu'on a dans les chapitres, mais en gros on suit l'histoire, j'ai oublié son nom de cette héroïne qui a une particularité qui fait qu'elle ne peut pas vivre une vie comme tout le monde en fait, et elle aimerait bien, et à chaque fois qu'elle a des occasions, ça foire parce que justement elle a une particularité physique comme psychologique assez dérangeante en fait pour les personnes qui l'entourent, et du coup elle va essayer de vivre une vie normale finalement, de réussir à réaliser les expériences qu'elle veut faire sans que les autres fuient, parce que c'est surtout des choses qui se font à plusieurs. Et voilà, donc en fait, on suit globalement l'histoire d'une jeune femme, d'une trentenaire, qui essaye de vivre une vie normale, mais qui, à cause de ses particularités, n'y arrive pas. Au début du manga, au début du tome, on nous donne un univers qui a l'air... Enfin, en tout cas, surtout, vu le graphisme et l'histoire du premier chapitre, évolue vers quelque chose qui a l'air assez horrifique. Je mettrai sûrement une planche au montage, mais
on a du mal à savoir où est-ce que ça va aller. Et pour ces moments-là, en tout cas, le trait de Paru Itagaki marche assez bien parce que ça arrive à être dérangeant et justement. Il est dérangeant de base, alors forcément dans les scènes d'horreur, ça doit être que très. C'est ça parce que en fait, ça fait avec toutes les années où elle a fait des personnages, des animaux anthropomorphisés. C'est vrai que là, on a un aspect assez bizarre. Pour beaucoup de personnages, je trouve que ça rend assez bien. Enfin, en tout cas, j'ai réussi à ressortir de ce regard, de ce dessin à la Beastars. Pour l'héroïne, un peu moins. Je trouve que déjà au niveau des yeux, il y a quelque chose qui me... En fait, sur tout le long du tome, j'ai trouvé ça assez perturbant sur pas mal de planches. Il y a des planches qui sont quand même très très belles, hein, et le style de Paru Itagaki rend assez bien. Mais c'est vrai que c'est dérangeant sur pas mal de moments. Mais pour moi, la plus grande qualité du titre, ça reste du coup le développement de ces personnages. Ça arrive à être touchant. On s'attend plus ou moins à ce qui va se passer. En tout cas, au dénouement, on ne sait pas comment on va y arriver. Et il y a certains petits twists qui sont assez intéressants et qui permettent de rendre la lecture toujours plus agréable. Même les personnages, en fait, enfin les personnages. Notre héroïne est agréable à suivre. Les autres, on va dire qu'on a surtout un enchaînement de mecs pas ultra sympathiques au fur et à mesure des chapitres, mais en tout cas, on s'attache à notre héroïne, on a envie de voir si elle va réussir du coup ce qu'elle entreprend et comment ça va se faire, parce que c'est finalement pas facile. Donc tout ça est assez énigmatique, mais parce que j'essaie de pas au moins spoiler le concept de base du manga. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller le lire. Bon, pour l'instant, c'est pas disponible en France, donc débrouillez-vous comme vous pouvez. Mais voilà. si ça sort en France, ça dépendra de l'édition, mais je sais pas si je l'achèterai. Moi, je vais sûrement l'acheter parce que vu que je l'ai lu sur internet, il faut soutenir maintenant. Voilà. Mais je veux dire, pas honnête, en fait, je l'achèterai pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à le lire, c'est-à-dire surtout de voir le style de Itagaki dans un autre genre que Beastars, et même l'histoire en elle-même. En fait, la lecture est agréable. Les chapitres s'enchaînent assez bien, en fait, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, il n'y a pas réellement de cliffhanger, mais en fait, ce que l'héroïne entreprend foire, des fois de manière totalement abracadabrantesque, et du coup, tu te dis, en fait, à la fin du chapitre, techniquement, le chapitre est fini, tu vois, il y a rien en suspens, mais tu as envie de savoir, bah, du coup, qu'est-ce qui se passera la prochaine fois, et du coup, la lecture est assez fluide, assez rapide quand même. D'ailleurs, le tome donc est fini en one shot, mais je pense qu'on aurait même pu développer ça sur encore quelques chapitres, parce que ça se finit pas ça se finit sur une fin correcte, mais je pense que on aurait encore des choses à faire avec ce personnage, mais tant mieux si ça s'arrête maintenant et si c'est conclu, et si Paru Itagaki passe à autre chose, hein, parce que moi je serais encore plus client si elle commence encore une nouvelle série. Mais voilà, donc Bota Bota. C'est 9 chapitres format Jump. Ça dépend. Donc à ce moment-là, le temps serait assez gros. Non, c'est quand même pas format Jump. Bah, surtout format Jump, les premiers chapitres sont assez longs pour poser. Enfin, ils ont droit à plus de pages au début. Là, c'est vraiment. Non, là, c'est un. Enfin, en moins d'une heure, c'est lu, clairement. Clairement, c'est très rapide. Après, la lecture sur PC est encore différente, donc je sais pas comment ça rendrait en tome, mais en tout cas pour l'instant on peut pas se poser la question parce que ça n'existe pas en France. Mais voilà, donc lecture agréable, je conseille au moins pour l'expérience. Et enfin voilà, globalement on s'habitue au trait, ça peut être assez rebutant au premier abord, mais bah voilà, moi personnellement au début je pensais, donc un peu comme toi, que c'était particulier, mais surtout la couverture. Pour moi la couverture et elle rend pas honneur au dessin de Itagaki dans ce manga. Par contre oui, je le dis à la toute fin, c'est quand même pour public averti, parce que dedans on a du cul, on a beaucoup de sang aussi, donc voilà. Après, la couverture peut être intrigante, parce que ça me fait beaucoup penser à Happiness de Juzo Shimi. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, c'est très sanglant, on peut se demander, c'est assez intriguant. Bah, c'est pour ça aussi que c'est pas beau, mais c'est intriguant. Et puis je vais vous mettre maintenant la première page couleur en fait qu'on a dans le chapitre 1, c'est celle que du coup tu as vu tout à l'heure, qui est aussi où on voit un flashback sur notre héroïne avec la tête dans une poubelle et une vague de sang qui sort de la poubelle. Et c'est pareil, moi j'ai vu ça aussi au début et je me suis dit, bah du coup ça m'a intrigué, je me suis dit
c'est quoi? Mais du coup, c'est un manga d'horreur. Pourquoi c'est aussi gore? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça raconte? Parce qu'en plus, Beastars, c'était très bien écrit et justement, je voulais savoir si ça allait rester là-dedans. Et donc, oui, bah, c'est toujours très bien écrit. Mais ça se prête moins au format d'une longue série. Mais en tout cas, en tant que one-shot, ça se tient très bien. C'est pas parfait, mais voilà, c'est une lecture agréable encore une fois. Donc, si un jour l'occasion se présente à vous de lire Bota Bota, et pourquoi pas, allez-y. Surtout si vous êtes fan de Beastars, ça fait du Itagaki. Je conseille quand même plus Paru no Graffiti, le petit manga aussi autobiographique de Paru Itagaki, qui, pour le coup, dans un style très chibi, c'est vraiment des anecdotes de vie de Itagaki. Elle parle notamment de son enfance, de son père, ce qui est intéressant, hein, parce que son père, c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant aussi. Et donc voilà, donc, si ça vous intéresse, allez-y. Bon, c'est quand même moins bien que Ayako, mais voilà, vous pouvez le lire. En même temps, c'est pas des choses bien beaucoup mieux qu'Ayako. Ça, donc je sais pas, mais voilà. En tout cas, on vous a fait cette petite présentation de nos lectures. On en refera une. Est-ce qu'on pourrait mettre des petites notes rapidement si on y arrive? Ah, si tu veux, on peut terminer là-dessus. Je reviendrai vous voir. Moi, je pense que je mettrais. Moi, je mettrais un bon 13 sur 20. Ah, sur 20 en plus? Ah oui, sur 20. Moi, je suis habitué à du 10. Ok, bah du 10. Ok, bah un petit 7 sur 10. Presque 6 sur 10. Ouais, bah c'est ça, en fait, j'hésite entre les deux. Moi, j'hésite entre 6 et 7. On va mettre 6 sur 10, alors. Ouais, je veux dire ça. 6,5 si on nous accorde le demi-point, je mettrais 6,5. Hideout, bon, je mettrais un 6,5 aussi. Moi, je mettrais 6,5, oui, je pense aussi. Voilà, c'est sympa, il y a mieux aussi, mais c'est clairement pas mauvais. Envoyé mystère. Ah, un bon. Je pense que je dirais 8,5. 8,5 pour moi. 8,5. Ouais. Pour Ayako, c'est un 10 sur 10, évidemment, chef-d'œuvre absolu. Ouais, et pour Bota Bota, c'est un bon 6. C'est un bon 6. C'est positif. Putain, c'est bien, il y a plus de. En fait, globalement, c'est. Ouais. En vrai, j'ai pas tant de points négatifs à donner que ça, c'est juste que c'est pas non plus transcendant, c'est sympa, il y a surtout cet aspect graphique en fait qui peut rebuter, mais globalement l'histoire se tient, et c'est assez original aussi, j'ai pas dit mais c'est assez original donc c'est sympa. Jetez-vous surtout sur Ayako et 3 rues des mystères. 3 rues des mystères, et voilà, et du coup on a encore beaucoup de choses. C'est les tomes les plus chers, désolé. Bah, excusez-nous, mais bon. La qualité a un prix aussi. On a encore beaucoup de choses, beaucoup de lectures sur lesquelles on aura des choses à vous dire les prochaines fois, mais donc ce sera pour de prochaines émissions de 50 minutes, écoutez. Et on en a en stock, hein, surtout. Ah oui, non, oui, mais là on a ce qu'il faut, mais vous inquiétez pas, on sait déjà de quoi on va parler à peu près pour les prochaines lectures, on a beaucoup de choses à lire, en même temps l'année est propice à ça. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à lire. Ah oui, bah, globalement, voilà, les vidéos pourront arriver, pour ce qui est du manga, c'est pas trop tôt. Du coup, nous, on vous dit à très bientôt. On espère que cette vidéo vous a plu. C'était Maniago Shonen et Brenner. Et voilà, on vous dit à la prochaine pour 2 prochaines lectures manga. Bye tout le monde. Salut! Salut!